Satprem, la clé des contes. Bigorneau. La chanson des âges perdus. Il y a quelque chose qui manque tant dans nos vies. Une fenêtre qui s'ouvrirait, un infini qui sourirait, un coin du cœur qui s'enfoncerait dans ta grande vague, qui coulerait là comme à jamais. Il y a quelque chose qui manque tant dans nos vies, un quelque chose qui est pour toujours, qui comble chaque heure comme une musique connue, comme une douceur perdue et retrouvée dans cet instant. Il y a quelque chose qui crie tant dans nos vies, quelque chose qui n'est pas là et qui troue nos vies d'une peine sans nom, d'un appel si vieux qu'il est comme toutes les peines du monde, d'un appel si chaud qu'il est comme un amour sans fond pour toutes ces vies perdues. Ah, trouvera-t-on ce quelque chose qui manque tant dans une petite seconde comme dans les âges perdus? Chapitre 6. Le wagon noir. Ô vagabond des siècles, que cherches-tu? Bigorneau, quelle idée! Qui t'a appelé ainsi? Moi, je n'ai pas de nom, disait-il, pas de pays. Je suis du côté de la mer. Pour le reste, voyez les extraits de naissance. Puis, un jour de ces voyages, ces ports, ces quais sans fin, toujours pareils, Bigorneau a débarqué dans l'insensé total. Sur un quai, mais un quai comme nul autre quai, pourtant de ce temps-ci, dans un pays qui s'appelait plus jamais. Mais plus jamais, ça court, à perpétuité. Un quai de béton qui donnait sur des rails, des wagons à bestiaux, des hommes de fer, la mitraillette à la main, qui hurlaient, et des tas de petits bigorneaux ahuris que l'on enfournait à coups de crosse dans les 10 wagons. 10, 100, 500, on ne sait pas, dans chaque wagon, jusqu'à ce qu'il fût plein comme une boîte à sardines et que le dernier du tas fut enfourné d'un dernier coup de crosse. Et les glissières de la porte se refermèrent sur la nuit. Une nuit comme d'avant les âges. Après cette nuit-là, il n'y avait plus de jour, jamais. On était mort pour toujours. On n'avait plus de pays, jamais. Plus de nom, sauf un matricule, 53 766. Plus de frères, sauf de la misère. Plus d'hommes connus, de la mer, de la terre ou des cieux. On était de l'autre côté de tout, de la vie, de la mort et des enfers, dans un trou de nulle part, qui était peut-être le trou d'un premier bigorneau au monde qui s'accroche. À quoi? Sur un rocher nu. Comme un premier idiot au monde
muet et sidéré, qui ne se savait ni idiot, ni au monde, ni quoi. Ce n'était plus qu'un formidable quoi sur la nuit et le néant. C'était peut-être ce quoi qui fait que l'on s'accroche au rocher. On commence, on finit, c'était pareil. Ce n'était ni commencé ni fini, c'était rien. Pourtant ça dure. Ça a duré 3 nuits et 2 jours de ce temps-ci, debout, côte à côte, comme dans un wagon à sardines. La première nuit, rien. Tout était sidéré. Parfois, le train s'arrêtait dans la nuit et on entendait une volée de mitrailleuses. Un trou dans le plancher, un évadé. Mais on ne s'évade jamais de ça. S'évader où? De la mort? Mais il n'y avait même pas de tombeau pour s'évader de quelque part. La deuxième nuit, debout toujours, mais il y avait des matricules qui mouraient tout debout. Il n'y avait pas de place pour faire un mort, et les odeurs fétides tout debout. Certains se sont mis à hurler, ils devenaient fous, jusqu'à ce que le matricule voisin lui casse la figure, sinon tout le monde allait devenir fou. La troisième nuit, il n'y avait plus que du silence et quelques morts debout. Un silence. Le troisième jour, les glissières se sont ouvertes et ils furent précipités dans la neige. Et l'horreur nue. Bigorneau, 53 766, se disait encore quelque chose comme du fond d'un vieil océan. Il faut traverser. Il a traversé 536 jours et autant de nuits. Mais il n'y avait plus de jour ni de nuit. C'était pareil. C'était rien qui s'accrochait au rocher nu. Le 535e jour, Bigorneau s'est senti intérieurement tiré par quelque chose. Il s'est retourné sur sa paillasse. Son voisin l'a regardé avec de grands yeux tendres. Il y avait des prés. Des prés. Tu diras à ma mère. Et puis c'est tout. Il était mort. Un homme de fer est venu, a tiré sa veste rayée, marqué son matricule à l'encre sur sa poitrine et au four. Bigorneau n'a jamais su son nom, ni le nom de son village, ni le nom de sa mère. Il était de nulle part. Dehors, il y avait des piles de cadavres qui attendaient. Le 536e jour, Bigorneau a été précipité, libre, entre guillemets, dans une nuit plus grande encore, parce qu'elle était le jour de tout le monde. Mais lui, il était à jamais de nulle part. Chapitre 7. Bigorneau chez les crustacés. Tout de même, il y avait ce voisin aux grands yeux tendres qui lui laissait quelque chose, comme un message. C'était peut-être tout ce qui lui restait des hommes, entre guillemets.
Bigorneau était mort. Comment fait un mort pour vivre? Comment faire semblant? Ce n'était pas possible. Pas possible. Comment vivre cet impossible? C'est comme des milliers de morts qui lui tombaient sur la tête, coulaient dans son cœur comme du plomb. Était-ce de la peine? Était-ce du non? Était-ce du oui? Était-ce de l'horreur ou de l'amour quand même? C'était un trou de feu de rien. Rien, c'est pas possible. Ni bête, ni homme, ni poisson, ni bernique sur aucune plage, une coquille vide. Vide, c'est pas possible. Sans ancêtre d'un seul coup. D'ailleurs, tous les ancêtres étaient déjà morts, il était le mort du bout. Du bout de quoi? C'était un quoi terrible, physiologique et comme une plaie dans le cœur, une plaie noire, de feu, une blessure irréparable. Cette blessure, c'était peut-être le tout ce qui est. Comment réparer un mort qui bat quand même? Faire semblant, c'est pas possible. Ou bien on fait un autre cadavre de plus. J'aime pas les cimetières, j'aime pas toutes leurs simagrées. Comment survivre à un cataclysme? C'était comme il y a des millions d'années. Comment le premier Bigorneau s'est-il rempli de quelque chose? Mais la croûte, c'était après. Il y avait quelque chose avant la croûte. Il y avait quoi? Ce n'était pas de la métaphysique, c'était de la proto-physique, brûlante et saignante et blessante. Oui, il fallait bien mettre une croûte pour protéger cette blessure ou l'oublier. Les hommes, entre guillemets, c'était une croûte d'oubli. Ex-Bigorneau ne pouvait pas oublier. Mais on ne pouvait pas vivre comme ça fait trop mal. On ne pouvait pas non plus haïr ces autres croûtes qui vivent dans leur horreur. C'était comme se haïr soi-même. On ne pouvait pas les aimer non plus. On pouvait aimer pour rien, comme un feu de varech sur la plage, comme ces grands yeux tendres qui s'en allaient dans la mort. Il y avait une tendresse au fond de la croûte. C'était le dernier mot muet de la vie. Alors quoi, bon sang? Ce quoi, c'était peut-être le premier mot muet de la vie. Cette tendresse, c'était peut-être le dernier mot jamais trouvé, pas vivable dans cette croûte-là. Alors, ce jour-là, notre premier idiot d'avant les sages, les prêtres et les savants non idiots qui ont suivi, s'est mis à lire les sagesses du dernier de la lignée des penseurs non idiots. Un jour, sur un quai d'une longitude particulière et indéterminée, il a empoigné les sagesses d'un crustacé pensant. Notre idiot moderne et saignant savait lire quand même, et il a vu ce formidable titre « L'être et le néant ». Le néant, c'était bien connu, c'était à vivre. Mais l'être, quoi? Ça s'en allait avec de grands yeux tendres. Et il a lu, stupéfié, au bout de 500 pages de sagesse illisible et non idiote. L'homme est une passion inutile.
Alors, Bigorneau, ex-encrouté et complètement idiot, est resté muet et silencieux sur ce quai, au bord d'un fleuve noir, comme cet homme qui vous inscrivait un matricule sur une poitrine de mort. C'était un tel scandale de pouvoir énoncer des sagesses pareilles. Dans quel pays, sur quel continent de cette planète, au bout d'un certain nombre de millénaires de morts saignants et tendres, pouvait-on, ce sage-là, parfaitement crustacé et non idiot, on aurait dû le fourrer dans un wagon noir pour lui apprendre à vivre. Et notre ex-Bigorneau, 53 766, saisi d'un scandale noir, s'est juré qu'il n'y aurait plus jamais, mais plus jamais, de matricule 53 767 sur une coque vide. Il a pris ses clics et ses claques. D'ailleurs, il n'avait pas de clic, mais une formidable claque à claquer quelque part, et il a quitté pour toujours ce continent noir, casqué, mitré et encrouté, cette longitude du néant et de la mort, pour faire voile sur le quelque chose qui n'existe pas encore. Et au diable va! Une bergeronnette a poussé un cri là-bas, près d'une cascade inconnue. Et un homme regardait. C'était peut-être un survivant des mondes disparus.